Bien souvent, la question coloniale, ainsi que celle de l'aménagement du territoire, surtout urbain, du maintien de l'ordre et de la brutalité policière et militaire qui lui sont intrinsèques, sont abordées à travers le spectre sociologique. À ce titre, on pourra notamment penser aux travaux de sociologues et de chercheurs comme Mathieu Rigouste ou Pierre Douillard-Lefebvre. Mais il y a un autre aspect, un autre champ, qui est plus rarement étudié et qu'on va aborder aujourd'hui, qui est celui de la spatialisation. Spatialisation du champ politique, notamment, aussi bien idéologique que coercitif, et la projection du pouvoir dans cet espace, ainsi que la géographie des mobilités, aussi bien la mobilité des idées que celle des individus. C'est pourquoi on vous reçoit aujourd'hui, Léopold Lambert. Vous êtes l'auteur de ce livre « État d'urgence, une histoire spatiale du continuum colonial français ». Vous êtes architecte de formation et également rédacteur en chef de The Funambulist. Et vous avez déjà pu donner une interview absolument qualitative aux camarades du média XY Média. Aujourd'hui, on va réaborder cette question que vous avez abordée, donc de ce continuum colonial dans l'Empire français. Et notamment, ce qu'on voudrait savoir d'abord, c'est, dans votre livre, il y a 3 parties distinctes, mais directement liées. D'abord celle de la guerre d'Algérie, ensuite celle de la Kanaki, qui évidemment fait absolument écho de nouveau de nos jours, et enfin celle des banlieues. Et vous voulez lier, vous y voyez une continuité historique et donc géographique. Plus largement aussi, vous abordez des questions qui datent déjà des années 1830-1850. Et donc, on aurait voulu savoir comment, sur 2 siècles, vous faites ce lien. Est-ce que vous l'avez trouvé en recherchant un sujet particulier? Est-ce que vous le subodoriez déjà précédemment et vous avez voulu prouver votre hypothèse? Qu'est-ce qui a fait que vous avez lié ces territoires absolument éloignés les uns des autres? Oui, merci beaucoup de me recevoir déjà. Je vois qu'on est passé au vouvoiement. On peut peut-être repasser au tutoiement rapidement pour déformaliser la conversation, ça me plairait. Non, effectivement, en fait, je pense que c'est ce qui est contenu en fait, dans ce concept de continuum colonial, qui est évidemment un terme utilisé quand même assez souvent dans les milieux militants et intellectuels politisés et engagés en France. Mais j'avoue que j'ai quand même tendance à trouver que c'est un terme qui est quand même principalement utilisé d'un point de vue temporel. C'est-à-dire qu'il y aurait une continuité historique coloniale. Et étant architecte de formation moi-même, et on va dire que c'est un petit peu ma relation au monde et un petit peu ou à la réalité et se fait par l'espace, par le prisme de l'espace. Et du coup, j'avais vraiment envie de prendre un petit peu au sérieux cette notion de continuum, en fait, c'est-à-dire vraiment d'espace-temps. Et du coup, effectivement, voilà, de prendre 3 espaces-temps distincts, mais qui font partie du même continuum. Alors, tu as dit 2 siècles, mais c'est quand même principalement du début de la Révolution algérienne, donc 1954 à 2020. 2020. Donc, c'est vrai que c'est quand même, on va dire, une temporalité relativement longue et sur un espace très grand, parce qu'effectivement, Kanaki, c'est quand même assez loin. Et puis, de manière générale, le livre essaie quand même de toucher un certain nombre d'autres géographies coloniales de l'Empire colonial français. Mais en fait, la manière dont ces 3 espaces-temps sont liés dans le livre, c'est par le biais de la législation qui est l'état d'urgence, en fait, qui est le titre du livre, et qui paradoxalement a beau être le titre du livre, est presque une espèce de prétexte finalement pour parler de ces trois espaces-temps, plus que véritablement le sujet profond du livre. Même si, je vous avoue que c'est un peu ma propre lecture rétrospective de ce que j'ai fait après l'avoir fait. Parce que quand même, faut dire ce qu'il est, l'état d'urgence est quand même assez central dans le livre. On revient même au débat de l'Assemblée nationale au moment de le voter les différentes fois et tout ça. Mais j'avoue qu'en fait, en travaillant, en fait, on est passé d'une intuition de départ, comme tu disais, qui était qu'effectivement il se passait quelque chose de profondément colonial dans cet état d'urgence, ou pour être plus précis, l'état d'urgence révélait quelque chose de colonial qui lui en fait transcende totalement la temporalité de l'espace de l'état d'urgence. Mais on va dire qu'en faisant ce travail qui m'a pris à peu près 5 ans, l'état d'urgence est devenu presque
je dirais moins secondaire que juste un prétexte finalement pour lier ces trois espaces-temps qui me parlent énormément et de tisser des liens et de construire des ponts entre ces différents espaces-temps. Le voici le livre, publié chez Premier Matin de Novembre. Super maison d'édition que je recommande à toutes et tous. Et d'ailleurs, on a cité Mathieu Rigouste, qui est quelqu'un de très important pour moi. Il avait aussi publié Un seul héros, Le Peuple, chez PMN, Premier Matin de Novembre. Oui, pour rester dans des questions un petit peu générales et à propos justement de cette notion d'état d'urgence dont tu dis qu'elle est un petit peu secondaire, moi j'avais une question sur le déplacement justement que tu opères de la définition de l'état d'urgence, ou un double déplacement où au début du livre tu reviens notamment sur l'analyse de Agamben, etc., en disant que justement t'es pas d'accord avec cette analyse-là et avec l'analyse que lui fait de l'état d'exception. Et au contraire, tu refuses, dans un premier temps, d'envisager l'état d'urgence comme législation d'exception, disant qu'au contraire, c'est quelque chose qui va offrir un cadre légal à quelque chose qui existe déjà et qui, en cela, n'est pas exceptionnel. Et pourtant, à la fin du livre, il me semble que tu reviens quand même sur cette idée d'exception en disant que l'état d'urgence, si c'est une exception, c'est pas une exception temporelle, mais une exception justement spatiale, parce que, en vérité, qui s'applique spécifiquement à certains... plus spécifiquement à certains territoires, quand bien même l'état d'urgence serait proclamé sur l'ensemble du territoire français. Donc est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette définition finalement que tu donnes de l'état d'urgence, qui se distingue peut-être de la façon qu'on a de l'envisager, et précisément sur cet aspect du coup spatial, sur cette exception qui en est pas une, et qui si elle en est une, est une exception spatiale. Ouais. Bah déjà, quand on parle d'exception, c'est qu'on se situe généralement quand même en dehors de ce qu'on appelle l'exception, et qu'on se situe plutôt du côté de la norme. Donc c'est quand même tout un cadre épistémologique, on va dire, pour sortir les gros mots, qui est pas innocent. Après, Agamben, c'est moins que je dis que je suis pas d'accord que juste que je remarque dans une note de fin de page, hein, donc c'est pas non plus une grande critique philosophique ou quoi que ce soit, mais que le paradigme sur lequel il construit cette idée, c'est quand même la Shoah, et que les paradigmes qu'offre par exemple le colonialisme européen, ou le commerce triangulaire et le kidnapping de 12 millions de personnes pour les mettre en esclavage sur un autre continent, figure pas du tout comme justement comme faisant partie de son cadre de pensée. Donc personnellement, moi je me situe plutôt dans ce cadre-là, qui est celui du colonialisme, et spécifiquement le colonialisme français. Et en fait, c'est drôle parce que tout ce que je peux dire sur l'état d'urgence est 1000 fois mieux dit dans une petite phrase que j'ai trouvée vraiment dans un petit encart de l'humanité dans les archives. Ça devait être en mars 1985, au moment en fait où l'état d'urgence a été pris en Kanaki. En le 12 janvier 1985, on y reviendra sans doute. Et donc l'Assemblée nationale est invitée à le prolonger, à voter dessus. Et Jean-Marie Tjibaou, le président du FLNKS, du Front de Libération Kanak, du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, parle avec Georges Marchais, qui lui dit nous voterons contre l'état d'urgence, c'est la grande tradition du Parti communiste. Bon, ça se discute sur les pouvoirs spéciaux durant la révolution algérienne, mais et en fait Tjibaou lui dit écoutez, faites ce que vous voulez, mais en fait nous on s'en fiche un peu, parce que pour nous les Kanaks ça fait 130 ans qu'on vit sous état d'urgence. Et en fait pour moi c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'état d'urgence rend visible, notamment en rendant légal comme tu l'as dit, en fait, des pratiques, des structures qui, elles, n'ont absolument pas besoin de l'état d'urgence pour être quotidiennes dans la vie des personnes colonisées. Donc, quelque part, il y a presque une idée que l'état d'urgence, j'irais peut-être pas jusqu'à dire trahit le colonialisme, mais en tout cas, vraiment rend visible un truc que le colonialisme, généralement, cherche
à garder dans le domaine de l'invisible, quoi. Donc c'est un peu de cette manière-là que j'aborde l'état d'urgence tout au long du livre, même si effectivement, alors je dis pas forcément qu'il y a une exception spatiale, mais oui, très clairement, en fait, dans la définition même de l'état d'urgence, on pense généralement effectivement à sa temporalité, c'est-à-dire l'état d'urgence, il commence à un moment, il finit à un autre moment, mais il commence à un endroit et il finit à un endroit aussi, et alors, je pense que la révolte des banlieues en 2005 est la meilleure façon de voir ça dans la mesure où l'état d'urgence était prise vraiment à l'échelle du quartier, quoi. Donc c'est vraiment très particulier, quoi. Ce que tu dis, ça fait un peu écho à ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu inviter dernièrement pas mal de juristes notamment, ou de gens qui avaient cette approche sociologique, qui eux avaient, grosso modo, avaient le même postulat, qui était de dire qu'il y a un état d'urgence continu, et que ça dépend, on le vit différemment selon qui on est, voilà, au niveau de son identité, mais en fait c'est juste une différence anthropologique, en fait. C'est quelle sociologie est touchée, quelle partie sociologique de la population est touchée, et l'état d'urgence, il s'arrête jamais pour tout le monde. Et il s'arrête jamais de manière un peu atmosphérique, on va dire, mais par contre, oui, c'est en fonction de qui on est, on va en être la cible ou non, quoi. Là, évidemment, les lecteurs de lundi matin et les lectrices de lundi matin ont pu suivre les récentes émeutes et le maintien de l'ordre qui ont un Kanaki. Toi, souvent, dans les travaux que tu as pu faire, tu as été très attaché à dire que ça n'a jamais cessé, donc depuis plus d'un siècle, qu'il y a des temporalités peut-être où c'est un peu plus visible et médiatisé. Et notamment, ta deuxième partie, qui est plus d'un tiers du livre, est consacrée à la Kanaki. Je suppose que tu fais un rapprochement direct entre les années 80 et les années 2020 sur la question. Oui, bah c'est sûr, en fait, c'est même étrange qu'en fait, enfin, c'est pas étrange, mais c'est intéressant que le terme qui a été utilisé pour parler de la loi constitutionnelle qui justement a mis le feu aux poudres soit le dégel du corps électoral, parce qu'en fait on a vraiment l'impression d'avoir assisté littéralement à un gel et un dégel de 1988 à 2024, où finalement on est un peu on est reparti sur vraiment les mêmes forces en présence, les mêmes logiques, les mêmes structures, bon, avec évidemment quand même l'accord de Nouméa de 1998 qui est quand même passé par là, donc on a un pays kanak, un pays de Kanaki qui est pas exactement ce qu'il était dans les années 80, il faut quand même dire ce qu'il est, et on pourra y revenir si vous en avez envie, mais très clairement en fait on a eu une répétition de choses qui sont extrêmement similaires de ce qui se passait dans les années 80, parce qu'effectivement, comme tu dis, la deuxième partie du livre concerne Kanaki, mais en fait concerne 4 ans en Kanaki. Bon, évidemment, je donne un petit peu de contexte historique et tout ça, mais en fait, il s'agit principalement de 4 ans quasiment décrits, peut-être pas au jour le jour, mais parfois si, que sont 1984 et 1988, c'est-à-dire une révolte anticoloniale qui débute avec le boycott actif d'élections territoriales et menée par du coup le nouvellement créé FLNKS à l'époque, avec un gouvernement, bon, FLNKS déjà évidemment, petit hommage au FLN algérien évidemment, avec un gouvernement provisoire, un gouvernement provisoire de Kanaki, le GPK, qui est évidemment aussi, là aussi une référence au GPRA, au gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était à la tête de la révolution algérienne. Enfin voilà, du coup vous voyez, je peux pas m'empêcher de faire des ponts à chaque fois évidemment, mais justement c'est ce que le bouquin s'attache à faire. Et donc voilà cette insurrection qui dure 4 ans, avec bon, alors là on enregistre cette interview avant qu'on sache exactement si on aura une cohabitation ou quelque chose d'autre, mais de la même manière en fait on a des élections législatives en 1986, c'est-à-dire en plein milieu de cette révolte, qui nous font passer d'un président et gouvernement socialiste, en l'occurrence Mitterrand, à
un président socialiste, toujours Mitterrand, et un Premier ministre de droite, Chirac, qui durcit sensiblement la contre-révolution à l'époque. On a un état d'urgence, on a des militants kanaks qui sont tués par à la fois des colons et la police ou les gendarmes. Donc en fait, on a vraiment, factuellement, on a vraiment encore une fois une espèce de répétition qui montre bien qu'en fait, l'espèce d'espoir que pouvaient avoir les colons et puis probablement encore plus le gouvernement français qui de toute façon ne comprend rien à Kanaki, que le peuple kanak finalement pourrait un petit peu s'endormir justement avec ce que l'accord de Nouméa a pu apporter. On voit bien que évidemment il n'en est absolument pas le cas, parce qu'on est en aucun cas dans une situation où le peuple kanak a sa souveraineté sur son pays, et donc voilà, de toute façon de manière générale le colonialisme lui aussi, c'est important en fait de le situer temporellement, et de voir il commence à un moment et puis il finit aussi à un moment. On a toujours l'impression qu'il est un petit peu dans notre échelle de temps très anthropocentrique, on a toujours l'impression qu'il est un petit peu imbattable et permanent, mais en fait non, les Kanaks ils savent très bien, hein. Il y a une expression un peu marrante qui dit eux ils ont des montres, nous on a le temps. Bon, alors c'est évidemment, quand on subit le colonialisme au quotidien, c'est un petit peu compliqué. Enfin, en tout cas, justement pour quelqu'un qui ne subit pas le colonialisme au quotidien, c'est un peu compliqué de dire on a le temps, vous inquiétez pas, le colonialisme c'est une parenthèse dans l'histoire et tout ça, mais il y a quand même un petit peu cet esprit-là en Kanaki que de toute façon c'est pas une question de si, c'est une question de quand, quoi, que la libération arrivera. Un ami me racontait cette anecdote sur la question du rapport au temps et à l'oralité, ouais. Et que je trouvais hyper bien, qui était de dire qu'en fait la tradition étant essentiellement orale, ça fait que l'histoire commune, elle est racontée de manière un petit peu continue. Et l'exemple qui m'était donné, c'est dire que Louise Michel, quand elle s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie, exilée là-bas, elle a raconté l'histoire de la Commune de Paris, et apparemment je crois même qu'elle aurait ramené un bout de drapeau de la Commune de Paris, et ce qui signifie que en fait, cette expérience politique bien particulière qui pour nous est très éloignée de la Commune de Paris, et en réalité dans la temporalité kanak, c'est une des histoires qui est racontée en boucle. Et l'autre exemple, c'était évidemment celui de la grotte d'Ouvéa, où en fait l'histoire, vu qu'elle est en permanence racontée, elle ne s'éloigne pas, elle garde une espèce de présent un peu perpétuel, de par cette spécificité qu'est la tradition orale. Et je trouvais l'exemple vraiment hyper stylé, et ce fait que d'un seul coup c'est pas on a le temps dans le sens vous pouvez nous écraser pendant des millénaires, mais c'est presque plus en fait on a une conception du temps hétérogène à la perception occidentale et blanche et dominante, qui permet en fait de se décaler par rapport à l'action du temps, quoi. Une anecdote, question. Ouais, j'ai aucun mal à confirmer que effectivement la conception kanak du temps est différente de celle européenne et coloniale. J'aurais beaucoup plus de mal à affirmer ce en quoi elle consiste, et puis je pense pas que ce soit mon rôle, et bon, on va dire qu'en Kanaki il y a quand même pas mal de travaux ethnologistes qui sont quand même assez coloniaux et tout ça, donc je me méfie un petit peu de... Enfin, je sais m'arrêter là où justement je pense que je serais dans une analyse qui serait peut-être où je serais sans doute pas du tout la meilleure personne pour analyser un certain nombre de choses. Sur Louise Michel, il y a plein de belles histoires qui se racontent. Je sais pas si elles correspondent exactement à la réalité, mais peut-être qu'en fait on s'en fiche. Enfin, c'est peut-être pas forcément ça qui est le plus important aussi, mais effectivement le premier groupe, la première organisation véritablement indépendantiste kanak dans les années 60 s'appelait les Foulards Rouges, en hommage aux Foulards Rouges que Louise Michel avait donné en cadeau justement à ses camarades kanak.
elle qui avait refusé, pour le coup, au contraire de pas mal d'autres communards, de se battre avec l'État colonial contre la révolte kanak de 1878. Donc voilà. Et puis après sur UVA, oui, de toute façon aussi, je veux dire, le massacre de 19 personnes en pays kanak, et en particulier un certain nombre de membres de la tribu de Gossana au nord de l'île d'UVA, c'était il y a 30 ans, donc c'était hier de toute façon. Je pense que quand on a un traumatisme collectif de telle sorte, peu importe la manière dont on raconte les histoires, c'est effectivement c'est une plaie béante qui a pas du tout été réparée, donc c'est sûr. Ouais. Tu as proposé plutôt de revenir sur 98, et du coup on voudrait rester dans la proposition, parce que cette année-là, il y a quelque chose d'assez intéressant où peut-être le champ démographique a subjugué le champ purement géographique. Je sais pas si ça fait sens de dire ça. Tu peux redire, pardon ? En 98, c'est vraiment le moment où finalement il y a une sorte de grand remplacement, mais blanc, quoi, entre guillemets. Le moment en tout cas où on en prend conscience, ouais. Et où du coup il y a de nouveau un sursaut par rapport à ça. Je sais pas si tu pourrais détailler un peu. Alors c'est plutôt les années 70 où on fait du blanc, comme ça a été dit. C'est une expression qui... c'est une expression qui vient notamment de Roger Larocque, qui était le maire de Nouméa, et que Pierre Messmer, qui était Premier ministre, a repris à son compte. Et faire du blanc, ça a consisté à mettre les Kanaks en minorité sur leur propre terre, et aussi à, comme le colonialisme français sait bien le faire, à faire venir, alors déplacer, et voilà, je le mets vraiment justement avec une initiative qui est vraiment qui vient vraiment des autorités coloniales et de l'État français, et pas du tout des personnes concernées. Un certain nombre de personnes, soit qui étaient encore à l'époque, quand on remonte un tout petit peu plus loin, encore colonisées par l'État français, par l'Empire français, ou qui étaient liées à cet empire-là par l'histoire, mais du coup à faire venir un certain nombre de personnes de Polynésie, donc à la fois depuis Tahiti ou d'autres îles, mais aussi Wallis, Futuna. Il y a plus de personnes wallisiennes en Kanaki qu'à Wallis, d'Indonésie, du Vietnam, du Japon. Donc en fait aujourd'hui en Kanaki, l'espèce de chiffre un petit peu arrondi qu'on a tendance à dire, c'est 40% de colons blancs, 40% de Kanaks et 20% de communautés ni Kanak ni blanches. Auquel il faut rajouter aussi une communauté chinoise que j'ai pas citée. Après 98, c'est l'accord de Nouméa, donc c'est un petit peu ce qui va venir compléter les accords qu'on pourrait appeler des accords de paix signés en 1988, les accords de Matignon et d'Oudinot, que le FLNKS a signé, en particulier d'ailleurs Jean-Marie Tjibaou et Yewene, le numéro 2 du FLNKS, parce que faut bien dire ce qu'il est, c'est quand même une signature qui n'a pas forcément été tout à fait collective, en tout cas sur l'accord de Matignon, c'est pour ça qu'il y a eu l'accord d'Oudinot juste après, qui a beaucoup divisé, et notamment en fait c'est ce qui a mené à l'assassinat justement de Tjibaou et Yewene le 4 mai 1989 par Jubilee Wea, qui lui est de la tribu de Gossana à UVA, donc qui avait vraiment subi le traumatisme de plein fouet, et qui avait subi la déportation aussi vers des prisons françaises à l'époque. Et donc voilà, l'accord de Nouméa a tout de même valeur, beaucoup plus que de Matignon et d'Oudinot. 10 ans plus tard, a quand même valeur d'un document qui propose une vision d'une certaine forme de décolonisation interprétable, j'ai envie de dire, et qui du coup pouvait notamment qui a fait en sorte qu'en fait Kanaki est de très loin le territoire toujours colonisé par la France qui est de très loin le plus autonome, quoi.
Et notamment, bon alors c'est là où peut-être quelqu'un comme Benoît Trépied me reprendrait immédiatement en me disant non ça c'est pas dans l'accord, c'est ce qui a été signé 2 semaines plus tard quelque part, ce genre de choses, donc peut-être prenez tout ce que je dis avec une petite pincée de sel, mais je pense que sur l'essentiel je ne commettrai pas de bévue, mais c'est ce qui a notamment, en fait c'est ce qui montre que l'État français, malgré toute cette espèce d'idéologie de l'universalisme absolument intransigeant et sans compromis possible et tout ça, en fait, quand il s'agit de garder une colonie et ses bases militaires et son nickel et compagnie, et puis de faire en sorte que les colons restent à peu près satisfaits, l'État français est tout à fait capable de s'adapter. Et donc en fait, on a aujourd'hui en Kanaki, par exemple, un droit coutumier. Donc il y a le droit français et il y a le droit coutumier qui existe en parallèle. Il y a un Sénat coutumier, il y a des statistiques ethniques en Kanaki. Le truc, vraiment, ici, on nous dit qu'on est des racistes anti-blancs pour penser ce genre de choses et tout ça. Donc en fait, on voit qu'à travers cet accord de Nouméa, que voilà, l'État français est tout à fait... pour sauver les meubles, est tout à fait prêt à s'adapter. Et donc voilà, aujourd'hui on sort un petit peu de l'espèce de temporalité que l'accord de Nouméa prévoyait, et donc c'est pour ça aussi qu'on se retrouve à nouveau à un moment où la lutte se doit de réexister de manière assez intense et de manière assez explicite, notamment parce qu'en fait, au moment du dégel, on a vu, il y a eu 2 très grandes manifestations kanak, enfin en tout cas des soutiens de Kanaki. Il y avait quand même quelques Calédoniens et quelques ce qu'on appellerait des oreilles, c'est-à-dire des personnes qui viennent de France, des métros, qui étaient présents, mais quand même principalement des personnes kanak. Faut bien s'imaginer que quand on a même, alors les chiffres varient, de toute façon c'est toujours pareil pour les manifestations, quand bien même on aurait 10 000 personnes, ce qui serait un chiffre assez conservateur dans les rues à Nouméa, on parle d'une proportion absolument énorme de tous les Kanaks qui habitent en Kanaki, quoi. C'est-à-dire que, chose qui est quand même pas évidente, hein. Il y a la Grande Terre, il y a les îles, c'est pas si facile non plus de venir à Nouméa, qui est la ville blanche. Sauf que ces manifestations en fait sont passées somme toute assez inaperçues de ce côté-là du monde, et donc il a fallu des formes plus intenses, plus expressives, plus violentes, plus confrontationnelles, qu'ont été ces révoltes pour que quelque part nous toutes et tous finalement daignions un petit peu apporter notre solidarité à cette lutte-là. Donc cette question de la Kanaki, là récemment on a vu que ça met en exergue la fébrilité éventuelle de l'État et sa réaction disproportionnée ou pas d'ailleurs d'un point de vue purement colonial. Et toi je suppose que tu la trouves particulièrement importante à l'heure actuelle et qu'elle peut faire aussi écho à des logiques applicables en métropole. Oui, alors oui c'est sûr, mais moi ce qui me paraît vraiment important en fait aujourd'hui, et justement en fait finalement le livre il est sorti il y a 3 ans déjà, donc j'ai quand même eu le temps un petit peu de faire mon propre débriefing interne, on va dire. Et en fait cette partie sur Kanaki, pour moi elle est c'est bizarre de dire ça, mais c'est presque la plus importante pour moi du livre, dans la mesure où en fait moi dans mon travail j'essaie toujours de me poser qu'est-ce qui est la question de l'utilité, en fait, de l'utilité politique. C'est un petit peu mon espèce de maître mot qui me permet de penser si quelque chose que je fais a lieu d'être fait, ou si en fait c'est peut-être pas le bon projet, ou j'en sais rien. Et en fait ce que vraiment j'espère encore 3 ans plus tard, j'espère encore que le livre puisse faire, peut-être à une petite échelle sans doute, mais c'est ce que j'appelle faire surgir finalement l'imaginaire politique kanak dans nos propres imaginaires politiques, quoi. C'est-à-dire que quelque part, je sais pas, si je prends la Palestine qui me tient extrêmement à cœur aussi, en fait
la question de l'intifada palestinienne, elle est présente dans nos imaginaires politiques, quoi. C'est important, on sait qui est Hassan Kanafani, on sait qui est Yasser Arafat, voilà, ça fait partie vraiment un peu de... C'est pas un très beau terme, mais un peu de ce qui est notre panthéon individuel et collectif. Sauf que voilà, Éloi Machoro, Jean-Marie Tjibaou, ou alors pour aller plus loin, le grand chef Noël, le grand chef Ataï, Dewi Gorodé, beaucoup plus proche pour le coup, Suzanne Ouney et tout ça, en fait, à part quelques exceptions de personnes en France, hein, je parle, et évidemment à part dans la diaspora kanak en France, c'est pas vraiment inscrit dans nos imaginaires politiques, et en fait c'est extrêmement dommageable pour nos solidarités vis-à-vis d'un peuple colonisé quand même en notre nom, hein, sans vouloir faire tout l'espèce de truc de si c'est l'État français c'est forcément nous, bon ça se discute, mais voilà, c'est peut-être pour une autre... En tout cas c'est une réalité sur laquelle on a plus de prise nous en tant que Français. En même temps, voilà, on a quand même, je pense qu'on a quand même une forme de responsabilité, voilà, qui est ce qu'elle est, mais... Et juste selon toi, à quoi c'est dû justement cette distance, enfin au-delà de la distance géographique, qu'est-ce qui fait que l'imaginaire palestinien nous est plus proche que l'imaginaire kanak? Je pense que la lutte de libération palestinienne s'est toujours inscrite un petit peu dans une forme d'internationalisme qui a eu toujours besoin finalement d'aller beaucoup plus loin que le monde arabe pour trouver ses solidarités, et que du coup les Palestiniens ont fait un énorme travail, voilà, de toujours créer du lien. Après voilà, c'est une situation géographique qui est ce qu'elle est, c'est aussi la mer Méditerranée, un petit peu telle que Édouard Glissant la pense, c'est-à-dire une mer qui concentre. Alors lui, quand il l'a dit, il le pense un peu comme l'espèce de terrain de jeu impérial de ces 4000 dernières années, à l'inverse de la Caraïbe, qui est vraiment l'archipel qui permet un peu une espèce d'expansion océanique et tout ça. Mais bon, voilà, ça veut aussi dire que de la même manière que le continuum colonial, c'est le continuum colonial de la violence coloniale, c'est aussi le continuum colonial qui nous permet d'être en lien, peut-être qu'on y reviendra. Pareil, la Méditerranée, il y a quelque chose un petit peu comme ça, et puis là on voit que en plus la solidarité s'étend bien au-delà de la Méditerranée elle-même, mais je pense qu'en France on a quand même ce lien-là avec la Palestine. Les solidarités vis-à-vis du peuple kanak, elles aussi, le internationalisme existe bel et bien, sauf qu'il il va plutôt de l'Australie à Tahiti, voire à Hawaï. Donc c'est voilà, à un moment on est aussi dans nos propres géographies, dans nos propres régions. Et c'est bien normal que les solidarités vis-à-vis de Kanaki se fassent elles aussi plutôt dans la région océanienne, on va dire, la très très grande région océanienne. Mais voilà, en fait c'est ça le colonialisme, c'est à un moment c'est quand même aller dominer un peuple à 17 000 km de chez soi. Et donc en tant que personne membre de la nation colonisatrice, ça me semble quand même important de faire ce lien-là. Donc en fait je vois un certain nombre d'explications au fait que ce soit qu'il y ait assez peu d'intérêt, ou qu'il y ait assez peu de solidarité, même si voilà, les choses ont un petit peu évolué ces dernières semaines. Mais je vois très peu d'excuses pour ça, quoi. À un moment, on a quand même un mouvement anticolonial, voire même des personnes qui se disent décoloniales dans ce pays. À un moment, je pense que Kanaki devrait quand même être en haut de la liste sans vouloir faire le coup des Jeux Olympiques de qui mérite le plus notre solidarité et tout ça. Je pense que ça me paraît quand même important, mais c'est pour ça en fait ce que je disais, c'était presque plus pour nous que pour les Kanaks, en fait, qu'on se laisse nous-mêmes être fondamentalement influencés par l'imaginaire politique kanak. C'est d'abord pour nous, en fait, c'est même pas pour eux, quoi. Et puis si on se laisse influencer, on est peut-être plus à même après de proposer justement nous aussi quelque chose d'utile en solidarité avec la lutte de libération kanak.
Oui, puisque tu viens de l'évoquer, je me demandais si tu pouvais éventuellement revenir un petit peu plus sur la façon dont justement ce continuum colonial français que tu fais aller de l'Algérie, la Kanaky jusqu'aux banlieues françaises est donc un continuum de répression, mais aussi un continuum de solidarité, et aussi sur la façon dont ce continuum de solidarité opère entre les différents territoires colonisés par la France, mais aussi d'autres territoires colonisés, et donc savoir s'il y aurait une spécificité, quelle serait la spécificité du continuum colonial français par rapport à d'autres continuums coloniaux, hormis le fait que la France est l'un des plus grands empires, fut l'un des plus grands empires coloniaux du monde. Voilà, donc est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur finalement ce caractère double de ce continuum spatial, qui est à la fois un continuum de répression, mais aussi un continuum de solidarité, et sur la façon dont ça s'articule, notamment par exemple avec la lutte pour la Palestine. Enfin, t'écris, là t'as parlé d'intifada tout à l'heure, dans ta troisième partie. Le jet de pierre est vécu comme une affirmation d'existence. À cet égard, les contextes coloniaux de Kanaki et de Palestine ne sont pas si éloignés de celui des banlieues françaises. Et genre, jusqu'où est-ce que ça va, ce continuum Ouais. Alors je vais commencer par le milieu de ta question sur la spécificité du continuum colonial français, que j'aurais peut-être un peu de mal à situer, mais je dirais que là on a le dernier numéro du Funambuliste, justement, s'appelle Continuum coloniaux, donc au pluriel, où chaque contribution s'attache à justement ce qu'on pourrait appeler la persistance des logiques racialisantes et coloniales de sociétés d'Europe de l'Ouest et du Nord, spécifiquement le Portugal, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, auquel j'aurais bien ajouté le Danemark, mais ça c'est juste pas fait. Donc ça c'est le dernier numéro du magazine, donc qui existe en français et en anglais, donc chacune et chacun peut justement essayer de faire cette espèce d'exercice comparatif entre différents continuums coloniaux européens. Moi j'avoue que pour pouvoir faire cette comparaison, il faudrait quand même que au moins que je connaisse aussi bien peut-être celui britannique par exemple, qui est sans doute celui que je serais le plus amené à regarder, notamment vis-à-vis de la Palestine, notamment vis-à-vis de l'Amérique du Nord et de l'Afrique du Sud et tout ça. L'Irlande, très important aussi. Mais du coup, voilà, j'aurais un petit peu de mal à répondre à cette question. Je ne sais pas exactement quelles sont les spécificités, à part en fait les millions de spécificités qui viennent des géographies elles-mêmes colonisées par la France, et qui font que par exemple, voilà, les communautés diasporiques en France ont plutôt tendance à être, à l'exception des Portugais qui ont une autre histoire, mais la communauté algérienne, la communauté marocaine, tunisienne, sénégalaise et vietnamienne, et en Grande-Bretagne plutôt du Bangladesh, d'Inde, du Pakistan, de la Jamaïque, de Trinidad, tout ça. Donc c'est évidemment des millions de spécificités, mais qui sont plutôt des spécificités immanente entre guillemets, mais ce qui me permet un petit peu justement d'enchaîner sur l'autre partie de la question, qui est que en fait, comment est-ce que des personnes qui a priori n'ont pas grand chose à voir entre elles se retrouvent à être en solidarité les unes avec les autres dans leur lutte contre le colonialisme français? En fait, c'est à travers justement cette communalité d'un lien avec le colonialisme français, et parfois de jouer le colonialisme contre lui, c'est-à-dire contre lui-même. Donc l'un des beaucoup plus que Bandung dans le livre, qui arrive quand même au début de la révolution algérienne. Donc il y a des délégations marocaines, tunisiennes et algériennes qui sont représentées par Salah Ben Youssef à Bandung en 1955. Mais Bandung m'intéresse un peu moins, notamment parce qu'il a beaucoup servi à normaliser l'occupation indonésienne du Timor oriental et de la Papouasie occidentale. Papouasie occidentale de peuples mélanasiens
solidaire avec la lutte kanak, elle aussi. Donc beaucoup plus que Bandung, qui est un petit peu l'exemple qu'on a tendance à prendre quand on pense à comme ça grand événement internationaliste, anticoloniaux. Je pense à une conférence qui était beaucoup plus petite, mais qui s'appelait la première conférence des dernières colonies françaises, qui a eu lieu au printemps 1985, donc là aussi en pleine révolte kanak, à Pointe-à-Pitre, avec le FLN-KLS représenté, et qui était vraiment un peu les OGs du rassemblement, avec voilà, un certain nombre d'organisations indépendantistes anticoloniales de ce qu'on pourrait appeler les Outre-mer. Et c'est intéressant parce qu'en fait les autorités ont tout fait pour que cette conférence n'ait pas lieu. Ils se sont assurés qu'aucune des délégations entre guillemets étrangères ne puisse accéder à Pointe-à-Pitre, à l'exception, je crois, alors j'en parle dans le bouquin, mais il faudrait que je revoie, mais il me semble d'une petite délégation vénézuélienne qui avait réussi à passer dans les valises diplomatiques ou quelque chose comme ça. Mais en fait, aucune des organisations indépendantistes n'a pu être interdite, parce qu'en fait, voilà, ils circulent dans l'espace dit français. Donc je trouve ça assez intéressant, cette espèce justement de continuum dans lequel le colonialisme s'est assuré de maximiser finalement les mouvements à la fois de marchandises et des travailleurs et des travailleuses et de la répression. Mais en fait, ça veut aussi dire on peut aussi, au sein de ce continuum, se rassembler et faire solidarité ensemble. Donc je trouve ça assez puissant comme exemple. Et puis oui, bon bah effectivement, l'exemple de la Palestine aussi est absolument crucial. Il est bien évident que le sionisme comme moteur du colonialisme israélien il y a une responsabilité européenne, britannique, évidemment britannique, mais aussi quelque part français. Enfin, on a même une lettre de Napoléon Bonaparte qui un petit peu comme Balfour en fait, mais beaucoup plus tôt, qui s'adresse à, enfin voilà, Napoléon Bonaparte quand même pas connu pour être le plus grand ami de la diaspora juive en général, mais qui je sais plus, écrit à un représentant de cette diaspora en France, et qui lui dit voilà, je reviens de Palestine, comme s'il avait fait un voyage alors qu'il venait d'envahir Jaffa et tout ça. Et puis en chemin vers l'Égypte, ou revenant d'Égypte, en chemin vers l'Égypte, il me semble, qui lui dit j'ai trouvé la terre qui vous conviendra, ou quelque chose comme ça. Enfin, donc c'est terrible. Tout ça pour dire qu'évidemment que le colonialisme de peuplement israélien est quelque part lié à ces histoires de continuums coloniaux européens, et en particulier français, et notamment dans la manière dont évidemment les forces répressives ont pu se donner des coups de main et à collaborer de nombreuses fois. Et donc voilà, enfin, et puis très simplement en fait, ce qu'on voit, enfin c'est un petit peu caricatural, et ça se passe vraiment d'énormément de nuances dans tous les sens, et du respect des spécificités, mais en fait ce qu'on voit en Palestine aujourd'hui, c'est l'Algérie des années 50. Donc en fait c'est aussi, la Palestine, c'est aussi une fenêtre aujourd'hui sur des processus coloniaux qu'on étudie dans les livres, dans nos recherches, dans les archives et tout ça, mais qui ne sont plus forcément à l'œuvre de la même manière aujourd'hui. Et donc il est bien normal que les solidarités qu'on puisse un petit peu construire avec justement toute cette espèce de ce que j'appelais tout à l'heure nos imaginaires politiques qui proviennent des grandes révolutions anticoloniales, en fait on ne peut plus normal que notre solidarité se fasse vis-à-vis de la lutte de libération palestinienne aussi, quoi. C'est complètement logique. J'ai mentionné plutôt cette géographie des mobilités, et notamment tu as une carte de nouveau qui avait été présentée par nos camarades de XY Media, qu'on va aussi mettre, on va aussi probablement essayer de l'incruster sur la vidéo, parce qu'elle est quand même assez parlante, où il y a presque des mobilités pendulaires, on pourrait les appeler, où tu vas isoler, je crois que c'est les 50 hauts fonctionnaires, officiers, préfets, enfin bref, hauts agents d'État,
qui sont les mêmes qui vont gérer les problèmes de banlieue et gérer les problèmes coloniaux, les mêmes qui vont gérer les couvre-feux à Tahiti ou je sais pas, et qui vont ensuite aller gérer le maintien de l'ordre à Bobigny. Enfin, c'est assez parlant. C'est à la page 50, je crois, je sais pas si tu veux la montrer, on essaiera d'incruster le plan. Et ces 50 mecs, on a essayé de regarder, on ne les a pas tous vérifiés, mais apparemment c'est 50 mecs blancs dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine. C'est que des hommes, ouais. Enfin, c'est un peu Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, on a l'impression que quand on parle du colonialisme, de l'impérialisme, de l'État, c'est quelque chose d'un peu impalpable, très conceptuel, très théorique, alors qu'en fait, l'État, c'est une poignée d'hommes, potes, qui ont fait les mêmes écoles, qui sont dans les mêmes cercles sociaux, même des mélanges familiaux. Enfin, c'est purement l'oligarchie, au sens peut-être un peu gégie du terme, mais c'est purement l'oligarchie qui maintient ce continuum. Oui, bah alors c'est clairement une méthode de travail qui m'est inspirée par Mathieu Rigouste à nouveau, hein, la généalogie coloniale des différents agents justement de l'État français et tout ça. Alors qu'il faut, à mon avis, essayer de pas trop personnaliser à outrance, donc le coup de qu'il soit pote ou qu'il soit pas pote, en fait, je comprends que je comprends que ce soit le cas, effectivement. Il y a aussi des gens qui sont encore actifs aujourd'hui, hein, donc on a des gens qui sont nés à la fin du 19e siècle et d'autres qui sont nés au milieu du 20e siècle. Mais donc c'est au-delà de l'individualisation, des individualités que chaque nom représente, en fait c'est là encore une manière de rendre visibles des structures qui, elles, se passent un petit peu de l'individualité de chaque personne. Ça pourrait tout à fait être une autre personne à la place, même si voilà, à un moment quand on parle de Papon, on est bien obligé de voir que Papon c'est un certain personnage et tout ça, mais je pense que ce serait une erreur de trop individualiser tous ces personnes. Mathieu avait particulièrement regardé la trajectoire de quelqu'un comme Pierre Bolotte, qui est donc à la fois le responsable du massacre de mai 67 en Guadeloupe contre les grévistes et guadeloupéens, et le fondateur de la BAC en Seine-Saint-Denis. Donc lui, c'est un joli cumulard. Mais donc il y a pas mal de monde. En fait, le seul point commun de toutes ces personnes, c'est juste que c'est des personnes dont je parle dans le livre, en fait. Donc c'est pas du tout une liste exhaustive ou quoi que ce soit. C'est littéralement des profils rencontrés au fur et à mesure du livre, des recherches et tout ça. Et en fait, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je faisais un petit peu un espèce de profil comme ça, de regarder où il avait pu être. Et puis j'ai refait un tout petit peu la même chose récemment, mais alors à l'échelle de 4 personnes, dans le cas britannique, donc avec pareil Trinidad, Palestine, Irlande, la Malaisie et tout ça, le Kenya, pour accompagner justement une interview que j'avais faite avec Adam Elliott Cooper, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Black Resistance to British Policing, donc la résistance noire au polissement, enfin la répression britannique. Donc pareil, lui, un petit peu comme Mathieu, il fait une espèce de généalogie coloniale là-dessus. Donc c'est quelque chose c'est une méthode en fait, hein, très simplement. Et encore une fois, je sais pas si Mathieu la tient de quelqu'un d'autre, mais en tout cas moi je la tiens de lui, ça c'est sûr. Et ça permet encore une fois, à travers ces différentes trajectoires, de dessiner le continuum colonial. C'est pas d'un point de vue strictement, moi je fais beaucoup de cartes, c'est pas facile de dessiner de l'espace-temps, hein. C'est pas la chose la plus simple à faire. J'ai aussi fait une grande carte qui ressemble à ça en petit, mais une grande carte d'espace-temps de tout l'espace-temps du livre en fait, qui ressemble à ça. Donc ça a pas l'air de ça doit être un petit peu compliqué de loin comme ça, mais tout ça pour dire que c'est pas forcément facile comme ça de trouver des moyens de représentation du continuum colonial, dans la mesure où on parle d'un espace, de quelque chose de quadridimensionnel. Et donc voilà, finalement ces hommes du continuum colonial, ça permet finalement justement de se représenter ça d'une manière ou d'une autre, mais de la même manière on pourrait tout à fait faire une carte tout à fait similaire de force de solidarité entre ces différentes géographies et les peuples colonisés.
ce qui serait très intéressant, je pense. Et ce qui montre bien, encore une fois, qu'en fait, moi, le concept de continuum colonial, je le prends vraiment, évidemment, comme quelque chose de comme quelque chose de violent à la base, quoi. C'est-à-dire une violence fondatrice et toujours à l'œuvre aujourd'hui dans la répression, enfin dans tout ce dont on parle. Mais en fait, c'est aussi presque un milieu ou quelque chose. Enfin, voilà, c'est une surface. Généralement, j'appelle ça une surface d'espace-temps dans lequel justement les solidarités peuvent être tout à fait peuvent en fait vraiment se passer de manière très très puissante, quoi. Donc ouais, donc c'est quelque chose qui me tient assez à cœur, justement, cette idée que le continuum colonial ne se résume pas uniquement à la violence qui le crée, quoi. Oui, non, moi c'était quand même toujours par rapport à cette liste un petit peu de noms, dont peut-être qu'ils ne sont pas amis, etc., mais qu'il y a quand même ce fait qui est partagé par de très nombreux administrateurs coloniaux de se retrouver à administrer des territoires qu'ils connaissent pas, dans lesquels ils se trouvent parachutés, etc. Et puisque tu as une formation architecturale et quand même cette idée de l'espace, moi je me questionnais sur, notamment tu t'évoques, je sais comment il s'appelle, Michel, non, enfin bref, quelqu'un qui se retrouve parachuté à la Réunion. Et Maurice Saint-Quentin, Michel Debré. Ah, Michel Debré, oui, oui. Et pardon. Et sur le lien qui se fait dans le continuum colonial entre d'une part quelque chose qui va être une volonté d'effacement de l'identité, si on peut dire, du peuple, et un effacement véritablement spatial qui passe par une architecture spécifique, par une architecture coloniale. Et comment est-ce que le fait de se retrouver dans des espaces dont qu'on connaît pas, et où finalement ce que tu nommes toi parfois, même si tu récuses un petit peu ces termes, architecture révolutionnaire ou architecture anticoloniale, c'est plus par exemple les bidonvilles ou les choses qui se retrouvent à échapper ou à être hors de la brèche de ce qui serait une architecture construite et pensée pour empêcher les circulations et les alliances contre la colonisation. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, c'était simplement, est-ce que tu peux revenir sur la volonté d'effacement de l'identité des peuples et son lien avec l'architecture et l'architecture coloniale? Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Alors, oui, mais peut-être qu'effectivement la question des bidonvilles est intéressante pour parler de ça. Et ce qui m'a frappé, c'est quand tu parles de Michel Debré, ou c'est peut-être plus lui, mais qui condamne l'existence des bidonvilles. Oui, Michel Debré, on le retrouve à pas mal d'endroits, parce que c'était quand même le premier ministre de la Ve République sous De Gaulle, donc le premier ministre à être le sous-fifre d'un président de la Ve, donc et effectivement qu'on retrouve un petit peu par ailleurs dans les années 60 sur des lois contre les bidonvilles, et puis qui ensuite n'a plus de siège de député, donc effectivement qu'on parachute à La Réunion, qui est extrêmement bien connu à La Réunion comme étant absolument qui a combattu vraiment genre Paul Vergès et le Parti communiste réunionnais et tout ça. Mais donc oui, l'exemple du bidonville est intéressant, notamment parce qu'en fait c'est pas du tout une architecture vernaculaire, le bidonville, donc je suis pas du tout dans une romantisation comme ça d'une architecture précoloniale qui viendrait être détruite, même si évidemment ça c'est aussi une question fondamentale, mais en tout cas moi c'est vraiment pas du tout mon objet. Ce que j'essaie de montrer dans le bidonville, qu'il soit à Alger, à Constantine ou à Nanterre, c'est que effectivement c'est une architecture qui est pas du tout construite pour ça, mais qui en fait échappe au contrôle colonial, dans la mesure où
le tissu urbain qui forme, qui par ailleurs n'est pas du tout un tissu urbain tel qu'on l'imagine généralement, bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et voilà, ça ressemble à ça, ça ressemble à des taudis ou à des maisons en tôle ou des trucs comme ça. Non, en fait, les bidonvilles sont ce qu'ils sont parce qu'en fait, ils sont empêchés d'être ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire d'être des villages totalement autonomes et tout ça, hein, parce que les Algériens de Nanterre qui vivent dans les bidonvilles, il y en a pas mal qui sont ouvriers en bâtiment, ils pourraient tout à fait construire tout un petit village à Nanterre sans que ce soit un problème. C'est juste qu'il y a littéralement une brigade de police dédiée à la destruction de toute nouvelle construction à un moment dans les bidonvilles. Et donc voilà, les bidonvilles, de par le fait que le tissu urbain qu'elles forment n'obéit pas finalement à une espèce d'ordre rationalisable que finalement une force de police peut tout à fait investir. En fait, cette rationalisation, c'est très simple. À un moment, quand l'ordre rationalisable du logement, on a je sais pas, tant de centaines ou de milliers de personnes à loger, donc on a 40 mètres carrés pour chaque personne, donc on va faire 40 mètres carrés, 40 mètres carrés, 40 mètres carrés, et puis ensuite les uns sur les autres. Ça, c'est quand même vachement plus simple, même si ça reste réappropriable par les habitants, c'est quand même vachement plus simple pour une force policière de contrôler les populations qui vivent dans ce genre d'architecture. Tu donnais l'exemple de la complexité des interventions militaires dans la Casbah d'Alger, notamment. Oui, bah voilà, la Casbah, c'est le paradigme justement de l'architecture qui échappe en permanence au contrôle colonial, même si, bon voilà, à un moment, on dit ce qu'on veut sur ce qu'on a appelé la bataille d'Alger en 1957, l'armée coloniale réussit quand même au final à défaire le FLN, mais pas avant d'avoir quand même perdu énormément de crédibilité mondiale, et que du coup ça a joué quand même dans l'histoire de la révolution algérienne. Mais donc voilà, c'est un tissu urbain qui est perçu comme labyrinthique par l'armée coloniale, c'est pas du tout labyrinthique pour les habitants, hein, il est bien évident, qui offre quand même des lignes de fuite assez omniprésentes, justement dans le cadre d'une guerre asymétrique, c'est pas rien. Les habitants eux-mêmes peuvent quelque part participer, être complices de cette lutte-là. Donc évidemment qu'il y a une volonté coloniale d'effacement et de destruction de ce tissu urbain. Alors la Casbah, la moitié a été détruite en 1830 dès l'invasion de la régence d'Alger par les Français. Je sais plus si c'est toi, mais il y a une anecdote, je sais plus si c'est dans ton livre ou si je l'ai vu ailleurs, mais où justement la question de la mobilité des corps, elle est perçue totalement différemment selon que ça soit l'État ou la population, et notamment dans la Casbah d'Alger, les gens laissent leurs portes ouvertes pour que les gens puissent passer entre les maisons comme ça librement et s'échapper, tout comme ça avait été fait en Irlande, etc. Ouais. Dans la question de transcender un peu la porte qui est la frontière, et finalement la porte c'est juste une interface, mais qui reste ouvert pour celui qui en a besoin. Ouais, je suis quelqu'un qui est très très intéressé par cet objet de la clé, justement. La clé comme étant un petit peu la cristallisation de l'ordre politique que l'architecture matérialise. Et effectivement, c'est en 57 et puis en 60 à nouveau que les habitants de la Casbah disent en fait, de toute façon, l'État colonial, l'armée, elle peut défoncer nos portes dans tous les cas, donc autant qu'on laisse ouvert pour que les militants puissent s'enfuir et tout ça. Et ça, je pense que du coup, tu as dû le lire dans le livre, mais moi, je l'ai moi-même lu justement dans Un seul héros, le peuple de Mathieu. Donc je passe mon temps à le citer, mais c'est pas si innocent que ça. Et effectivement, oui, la clé, ça a beau être un objet quand même somme toute assez petit. Pour moi, c'est vraiment un objet qui cristallise toute la dimension politique de l'architecture. Sur une autre ère géographique, un autre espace, tu t'es un peu attardé sur la question, là, c'est vraiment un peu ta prédilection, mais c'est la question purement architecturale des commissariats notamment. Je sais plus comment tu les décris exactement, mais tu les fais apparaître. 250. Tu les fais apparaître comme des forteresses ultra épurées en extérieur, avec ces fenêtres qui semblent être
comment dit-on, des meurtrières. C'est assez intéressant. Je sais pas ce que tu voudrais en dire de cette architecture qui date des années, je crois, 80, tu disais, 70, quelque chose comme ça pour certains commissariats. En tout cas, ce modèle. En fait, au niveau des dates, alors oui, c'est un travail photographique que j'ai fait en Île-de-France à essayer de prendre en photo presque tous les commissariats qui vraiment présentaient ce genre de caractéristiques. Donc je pense que là il y en a un certain nombre, mais au final, je dois quand même en avoir une trentaine, je crois. Peut-être un peu moins, trentaine ça paraît beaucoup, mais en fait il y a peut-être plus que deux catégories. Il y a une évolution en fait de l'architecture des commissariats qui va justement peut-être des années 70 ou 80, notamment justement en fait le premier qui me parle en tant que personne qui habite le centre-ville de Paris, c'est celui du 5e arrondissement qui est quand même une sacrée forteresse. Et à un moment, j'avais émis l'hypothèse, comme ça, juste en le regardant, qu'il avait été construit juste après mai 68, en fait, que vraiment ça se voulait comme étant, comme se préparant au prochain mai 68 dans le quartier latin. Et voilà, exactement, je crois qu'il a été construit en 71, un truc comme ça. Et donc de la même manière, en fait, les commissariats de banlieue, ceux des années 70, 80, 90, finalement, se cachent assez peu dans leur laideur et dans leur dimension tout à fait antagoniste au quartier qui les entoure, quoi. Vraiment c'est le petit fortin en béton et tout ça. Et ce qui m'intéresse, c'est que en fait ceux qui ont été construits ces 20 dernières années font là appel à des agences d'architecture que pour certaines on connaît, quoi, qui sont un peu sur la place publique et qui construisent à côté des bibliothèques, des écoles, tout ça, ça ferait beaucoup parler Michel Foucault, et qui en fait ont une architecture qui, comme ça, si on regarde un peu vite, et justement si on n'habite pas le quartier, et si on n'est pas forcément la cible de la police, pourrait comme ça apparaître comme étant un petit peu plus noble, un petit peu plus généreux, avec un traitement des matériaux. Bon, ça dépend lesquels, hein. Il y en a qui sont quand même encore bien, mais un traitement des matériaux qui est un petit peu plus travaillé, un traitement des formes et tout ça. Sauf qu'au final, effectivement, à bien y regarder, on se situe là encore dans une espèce de château fort policier qui s'imagine sans doute comme totalement assiégé par des populations qui veulent en finir avec eux et tout ça, et qui en fait de manière alors que effectivement la violence on sait bien d'où elle vient. Celui qui gagne, les deux qui gagnent un petit peu la palme, c'est, alors dans les vieux, c'est Garges-les-Gonesse qui a une espèce de herse bleu blanc rouge absolument incroyable à l'entrée, et dans les plus récents c'est Villiers-le-Bel qui est vraiment une espèce de truc à la Vauban, extrêmement agressif là encore. Voilà. Parce que moi, quand j'ai lu cette partie dans ton livre, ça m'a fait penser à quelque chose que tu mentionnes pas, mais c'est que dans la représentation, dans la pop culture des commissariats, c'est peut-être l'influence des films nord-américains, mais très souvent le commissariat c'est un peu l'open space où tous les bureaux sont à côté, etc., où les agents peuvent s'interpeller, où il y a une forme de communauté policière, mais comme une communauté qui se crée avec beaucoup d'interactions. Et on voit souvent des lieux très dégagés, des arches, des grandes fenêtres, donc ça reste très lumineux les commissariats dans la représentation souvent cinématographique, un peu post-industriel, parce que souvent c'est des anciennes usines qui sont réaffectées que ça en commissariat, alors que dans la réalité française réelle, la plupart des commissariats, c'est des cases, c'est vraiment un enchaînement de petites salles, il n'y a pas du tout d'open space, tout est très cloisonné, très fermé, et c'est souvent rarement lumineux. Je sais pas si t'avais pensé à ça ou pas, mais en tout cas, je sais pas, je pense que tu as une connaissance empirique un petit peu plus poussée que la mienne et récente, réactualisée. Non, je sais pas, moi j'avoue que... Mais t'as pas je te la pose à chaud comme ça, mais t'as pas une hypothèse, une intuition sur pourquoi est-ce qu'on veut représenter les commissariats souvent comme ça, alors qu'ils sont pas du tout... pourquoi on voudrait... Ouais. J'avoue que la manière dont la police se représente ou dont on représente la police m'intéresse relativement assez peu en général. Non, mais dans le sens où surtout dans un pays comme la France où voilà, on peut tous chanter en manif, tout le monde déteste la police, donc j'ai pas l'impression qu'il y a besoin d'un... À part quand Eric Hazan a fait un peu son papier sur il faut réussir à convaincre les flics de nous rejoindre et tout ça, ce qui a quand même fait un peu flop assez rapidement.
Mais bon, on le salue quand même depuis son petit nuage. Voilà, j'ai pas forcément l'impression qu'on est dans un moment ici en France où il y a forcément besoin de faire un travail de dire ce qu'est vraiment la police plutôt que ce qu'elle prétend être ou quelque chose comme ça. Donc voilà, encore une fois, il suffit de regarder ses photos pour bien comprendre ce qu'elle est plutôt que ce qu'elle prétend être, même si voilà, ce qu'elle prétend être, c'est peut-être justement ce que je décrivais comme étant un certain travail architectural qui est parfois revendiqué par les... Franchement, pour avoir vraiment checké tous les sites web de toutes les agences qui ont fait des commissariats, il y en a pas mal qui s'en cachent quand même, quoi, qui se cachent un peu d'avoir construit des commissariats. Je pense qu'ils sont quand même pas hyper fiers. Ils le font quand même, donc à un moment ils sont totalement complices et responsables. Et tout nouveau du 13e, t'en penses quoi? Parce que pour le coup il est un peu atypique, quoi. Ouais, bon, après c'est le 13e, donc justement il est... lui il se pense peut-être un petit peu moins comme étant assiégé par des hordes et tout ça, mais moi je le trouve relativement typique quand même dans le je sais pas, bardage métallique et tout ça. Mais justement, en fait, les commissariats dans Paris, à part celui du 5e, mais vraiment qui correspond à un contexte très particulier, ils ont tendance à être un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire un moment quand même d'une espèce de... ils ressemblent à leur voiture, quoi, à leur nouvelle voiture, quoi. C'est des trucs un peu brillants et tout. Mais ouais, il y a des agences d'archi qui n'ont aucun problème de montrer sur leur site les commissariats qu'ils font. Au final, on réalise que c'est eux. T'as des noms en tête comme ça ou... Ouais, je pense à X2 en particulier, qu'on fait celui de la Plaine Saint-Denis. Bon, il y a aussi vos voisins, là, à quelques dizaines de mètres d'ici, LAN Architecture, qui a construit une prison à Nanterre et qui en sont très contents. Vous pouvez aller voir sur leur site web, ils sont ravis. Alors, ils nous disent quand même que c'est une prison sécurité minimale, donc c'est un peu leur manière de dire ça va, c'est une petite prison pas trop méchante. Sauf que justement, on parlait tout à l'heure en off des cellules de palais de justice. Pour moi, même les cellules de palais de justice, c'est la quintessence de la violence architecturale, quoi. Tout ce qui est architecture de la détention. Donc voilà, il n'y a pas de prison de... Je sais pas si on a le temps, mais j'avais une dernière question un petit peu plus générale justement là-dessus, sur la pensée de l'architecture, où dans ta conclusion, t'écris... L'argument qu'il me semble crucial de réarticuler ici est l'impossibilité de l'innocence de l'architecture. Il existe des architectures de l'enfermement, du contrôle et de la contre-révolution, mais il n'existe pas d'architecture de l'émancipation. En d'autres termes, l'architecture contraint nécessairement les corps qui entrent en contact avec elle. Et donc, à partir du moment... donc c'est une question peut-être extrêmement large, mais si on part de ce fait qu'il n'y a fondamentalement pas d'architecture de l'émancipation, comment vivre et comment habiter dans l'espace et comment s'émanciper de l'architecture s'il n'y a pas d'architecture de l'émancipation. Alors, je suis content que tu m'aies cité parce que je crois avoir écrit il n'y a pas d'architecture émancipatrice et non pas d'architecture de l'émancipation. C'est peut-être que j'ai une mauvaise version de ce livre. Ah non, il y a vraiment marqué... Page 301. J'ai marqué architecture de l'émancipation. Ouais. Il n'y a pas d'architecture de l'émancipation, d'accord. Bon, décidément. Je pense qu'il peut y avoir des architectures qui servent des programmes politiques d'émancipation, de la même manière que si on prend un fusil, il peut y avoir des fusils qui servent des luttes de libération, sauf que le fusil lui-même, il ne pourra pas faire autre chose que ce qu'il fait, c'est-à-dire à un moment incarner une certaine violence, et pour moi l'architecture c'est pareil. Donc on peut avoir une éthique de la violence dans nos propres luttes et qui implique aussi une éthique de la manière dont on utilise la violence architecturale, peut-être parfois aussi simplement que pour se protéger, hein, c'est-à-dire à un moment construire un centre d'hébergement de personnes sans abri en plein 16e arrondissement quand il y a tous les résidents qui sont prêts à leur tomber dessus. Ça demande quand même de protéger la communauté qui est à l'intérieur, quoi. Donc à un moment, cette violence, c'est-à-dire cette espèce de matérialité architecturale qui s'assure que justement ceux qui sont dehors ne puissent pas rentrer dedans comme ça sans passer par un certain nombre de filtres, enfin un espèce de dispositif architectural qu'on connaît par cœur et qui sert à 99,9% des cas à marginaliser celles et ceux qui sont déjà marginalisés. On peut quand même en faire quelque chose pour protéger
des communautés qui, elles, le sont, marginalisées et vulnérables. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais effectivement, je pense que l'architecture a une propension à contrôler, à contrôler les corps, quoi. C'est ce que je raconte souvent. Enfin, j'ai 2 exemples que je donne souvent comme ça quand j'en parle. L'un, c'est l'abribus, pour vraiment parler d'un truc, mais vraiment apolitique, quoi, quasiment. Enfin, je suis sûr qu'on peut trouver des choses, mais pour juste dire un truc, c'est juste un toit. Donc il n'y a même pas de mur, là, on peut imaginer celui avec juste un toit et 2 poteaux. Et imaginer que, voilà, dans un grand orage, voilà, chacune et chacun cherche à trouver un peu de refuge quelque part. Et donc il arrive un moment en fait où il y a plus de place en fait sous le toit de l'abribus, et donc je parle de cette espèce de conditions sociales que crée l'architecture, en l'occurrence le toit de l'abribus, qui crée de l'inclusion et de l'exclusion. Alors là, dans le cas dont je parle, où on imagine que tout le monde est à peu près pareil, il n'y a pas de personnes avec des enfants, ou j'en sais rien, enfin bref, tout le monde est à peu près politiquement sur le même terme, et puis la personne qui arrive un peu, et alors qu'il n'y a plus de place, elle se dit juste, bon bah, merde, je vais devoir trouver un autre endroit. Ça va, politiquement, on n'est pas dans un espèce de truc, on n'est pas dans une grande violence, mais il n'empêche que voilà, l'architecture a tout de même créé 2 statuts sociaux, l'inclus et l'exclu, qui évidemment à l'échelle de murs frontières géopolitiques deviennent drastiquement 1000 fois plus violents. Et justement en fait le mur de l'apartheid en Palestine, ou le mur qui marque la séparation entre les colonies de peuplement états-uniennes et mexicaines par exemple, bah en fait c'est hyper simple à comprendre architecturalement, c'est une ligne tracée sur une carte qu'on transforme en un mur. Genre hyper simple, quoi, vraiment. Et en fait, le fait que c'est hyper simple, c'est pas innocent, c'est juste que l'architecture, elle fait super bien ça. Donc pour justement aller imaginer que voilà, on ouvre un centre pour femmes trans à un moment quelque part dans la ville, et qu'on sait très bien qu'il y a des fachos qui vont débarquer, comment est-ce qu'on pense à une architecture qui soit au service de cette communauté de femmes trans, plutôt, et dans son hétérogénéité, dans ses complexités elle-même et tout ça, et qui puisse résister justement à d'éventuelles descentes de fachos et tout ça, bah en fait c'est vachement plus compliqué là, à réfléchir, à penser. Donc c'est normal, c'est parce que l'architecture elle est pas faite pour ça, elle est pas faite pour ce genre de cas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement se dire que voilà, tout mur qui nous entoure est d'une violence insoutenable et qu'il faut absolument combattre, et qu'on va tous aller vivre dans des champs? Non, je pense pas. Et les champs eux-mêmes, on pourra en parler. Mais voilà, c'est vraiment se sortir de cette espèce de principe d'innocence, que finalement, sur le principe, tout le monde est d'accord qu'en fait, il n'y a pas d'architecture qui soit pas politique, il n'y a pas d'architecture qui soit innocente. Mais est-ce qu'on est véritablement prêt à à vraiment analyser de manière assez précise et assez intense tout l'environnement bâti qui nous entoure? Bah, mon expérience, c'est que peu de gens sont prêts à le faire. Et donc c'est un peu une invitation que je fais.